Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Pierre. Salut Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation et je suis hyper honorée de t'accueillir parce que ça faisait un moment que j'y pensais depuis notre première rencontre et je me suis dit ok, à quel moment je me sens lui proposer déjà par rapport à mes dispos parce que connaissant ton human design, je me suis dit que voilà, il faut que ce soit rapide quand je te propose, il faut qu'il y ait une dispo quand même assez rapide parce que si c'est dans un mois plus tard, voilà, il y a des trucs qui peuvent changer. Et aussi, je me suis dit, Pierre semble vachement occupé. Donc, comment le choper au bon moment pour que ce soit fluide? Et je pense que j'ai eu raison parce que quand on s'est contacté, quand je t'ai proposé cette interview, tu étais à Bali et que t'as Exactement. pas pris le rendez-vous tout de suite parce que tu savais pas quand est-ce que tu pourrais te poser. Donc, je pense que j'avais vu juste dans le truc la fluidité entre réactivité, proposition, etc. Donc, ravi qu'on ait pu se trouver ce moment. Excellent. Ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience qui ne te connaissent pas. Comment tu te présenterais à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi? Quand je présenterai, alors, à chaque fois, je prends le côté ancien sportif de haut niveau. Ça, c'est important après dans l'histoire. Et aujourd'hui, fondateur de l'Académie de haute performance, qui est une entreprise qui aide les gens justement, à la base les sportifs, aujourd'hui les entrepreneurs et les coachs à vraiment se libérer leur potentiel et performer. Yes. Ce que je trouvais intéressant, j'ai écouté énormément d'interviews que tu as déjà faites. Donc, le OK? but, c'est de peut-être apporter de la valeur différente sous une autre forme à mon audience. Et si les personnes veulent écouter tes interviews, libre à eux. Mais il y a vraiment ce truc de, OK, tu as été sportif de haut niveau. Qu'est-ce qui t'a du coup donné envie de te reconvertir en coach? Parce que si j'ai bien compris dans ton parcours, tu as été sportif de haut niveau, après tu t'es reconverti en coach et maintenant tu formes d'autres coachs. Exactement, c'est ça le parcours. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je me suis formé à la base, donc en gros, j'étais sportif de haut niveau. Alors, en 2011, j'étais vraiment au niveau national, mais en élite B, donc c'était pas le haut niveau reconnu par l'État. Et je suis passé après en 2013 en vraiment haut niveau, donc sur la liste du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec cette reconnaissance. Et 2014-15 en équipe de France. Du coup, je faisais de la préparation mentale depuis 2011, je pense, les premiers livres sur la préparation mentale. Et j'ai eu les blocages. Donc à chaque fois, moi, je perdais en finale. Donc 5 finales de championnat de France. À chaque fois, je perdais en finale. Et la seule victoire que j'ai gagnée, c'est en universitaire. Et en universitaire, j'ai vu que en fait, je suis allé vraiment à la compétition en mode attends, je suis en équipe de France en fédéral. Universitaire, c'est hors de question que je perde. Et je voyais que mon état d'esprit était différent. Et donc, à la fin de ma carrière en 2015 et à la fin de mon master 2 aussi j'étais au fond du trou parce que je m'étais tout le temps dit, le jour où j'arrête mes études, j'arrête le sport. Et j'ai eu une crise existentielle de 4-5 mois, où là, je suis passé de sportif de haut niveau, étudiant en master 2 à tout seul, vu que j'étais en couple et à ce moment-là, j'ai rompu avec ma conjointe. Et j'ai commencé à me former en hypnose à l'époque pour moi. Vraiment pour moi, pour me dire, OK, j'ai pas réussi avec les séances que j'ai fait en accompagnement, j'ai pas réussi à m'en sortir. Et du coup, je vais me former, je vais apprendre la méthode. Et donc, c'est là où ça s'est enclenché. La première séance d'hypnose, enfin, le premier cours d'hypnose, c'était vraiment axé neurosciences et j'ai vraiment adoré l'approche. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pris ça à l'école? Donc, j'ai créé une association pour aider les jeunes en décrochage scolaire. Et là, j'ai pris une loi d'attraction où ça a été hyper vite. En 2 ans, j'intervenais dans 4 lycées avec 6 classes différentes. Et voilà, et puis petit à petit, en continuant de me former, après, en connaissant John de Martini, après, j'ai vu que le blocage des sportifs, je pouvais aujourd'hui le résoudre. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai fondé l'entreprise, quoi. Ok. Mais à la base, c'était pas une volonté de me former pour me reconvertir en tant que coach. C'était vraiment en mode, j'étais au fond du trou et je cherche vraiment quelque chose pour m'en sortir, quoi, personnellement. Ok, donc toi, tu avais été accompagné quand tu étais sportif par un coach, Hmm. un préparateur mental ou pas? Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai fait des séances. Alors, dans mon club, j'avais des séances de sophrologie de groupe, dans mon club de boxe à la NBF à Nantes.
Ensuite, j'avais de mon côté, vu que ça m'aidait pas, j'étais allé voir, j'ai fait 3, 4 séances d'hypnose avec un gars. Et après, autrement, en équipe de France aussi, j'avais de la préparation mentale. Ok. Et à quel moment tu t'es formé toi-même à tout ce qui est préparation mentale? Parce que là, tu parles de l'hypnose, mais est-ce que tu Hmm. t'es formé avant ou après? Bah, je me suis formé dans un stage de 5 jours avec justement le préparateur mental des équipes de France de sa boxe française. Mais faire un diplôme universitaire de préparation mentale ou un truc vraiment formalisé, Ouais. préparation mentale, je me suis jamais formé là-dessus. J'ai fait Ok. l'école centrale d'hypnose, Institut des neurosciences avec David Lefrançois, Magny et Sam, mais jamais dans un truc cadré, prépa mentale avec. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une école de préparation mentale, vu qu'on est reconnu France Compétences euh, et on est certifiant accompagnement en préparation mentale du professionnel. Mais à la base, moi, dans la structure pure en préparation mentale, je me suis pas formé. Ok, hyper intéressant. Je vais juste revenir sur le contexte, comment moi je t'ai connu, parce que j'aime bien aussi parler un peu du contexte, comment je connais les personnes que j'invite. J'avais été dans un séminaire où il y a un mec qui m'a montré ton livre. Ok, Et donc il m'a dit, Julie, je pense que ça va te plaire, faut absolument que tu le lises. Et j'avais noté le titre, j'avais pris la photo, et je me suis dit, ok, je regarderai ça plus tard. Et en fait, ce excellent. plus tard est devenu bah, jamais. Et je pense que c'est à force d'entendre Julien Musi Mm, parler de toi, sans te citer en fait, mais je savais très bien qu'il parlait de toi, sans te citer dans ses anecdotes, etc., comme quoi vous étiez formés ensemble chez John de mm, Martini, etc. Je me suis dit, je vais quand même m'intéresser à ce que fait Pierre. Par curiosité, c'est là où j'ai découvert ton parcours, le fait que tu étais un ancien sportif de haut niveau, etc., et que tu accompagnais les gens sur tout ce qui était préparation mentale. Et c'est là que je me suis dit, ah bah ça me parle, parce que pendant tout mon parcours en tant que salarié, même parcours scolaire, j'étais considérée comme un haut potentiel. Et donc mm, la performance a toujours fait partie de mon quotidien. Bah, déjà depuis que j'étais petite, mes parents étaient à fond, il faut que tu sois la meilleure, faut que tu sois la première de la classe, etc. Et donc après, dans le salariat, j'étais dans les hauts potentiels, le petit pourcentage qui est destiné à aller dans le top management, etc. Parmi toutes les boîtes que j'ai faites. Et donc cette approche à la performance m'intéressait, sachant que j'étais déjà formée à tout ce qui était équilibrage des perceptions. Je me suis dit, ok, ça mm, m'intrigue comment Pierre voit ça, parce que comment on peut aborder la performance quand on est équilibré au niveau de nos perceptions. Et c'est ça qui m'a amené mm, à lire ton livre que j'ai lu, je te l'avais dit, 3 fois, où je relis mes notes quasiment tous les jours, etc. Pour bah, les voir sous un autre prisme à chaque fois parce que je suis devenue une personne différente, ça résonne de manière différente. Et c'est comme ça que bah, je me suis passionnée pour cette méthode en particulier où j'ai commencé à me former avec plusieurs personnes et où je suis allée aussi à ton séminaire déjà 2 fois et je prévois encore d'y aller une troisième fois et toujours avec des personnes différentes à qui je fais découvrir ton séminaire et ton approche. Donc vraiment ça c'est pour le contexte parce que bah, pour que les gens sachent, j'invite pas n'importe qui, c'est vraiment des personnes que je connais et dont j'ai testé les pratiques, etc. Donc je sais aussi voilà de quoi je parle et les questions sont très ciblées avec intention. Donc ça c'était pour vraiment le contexte. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est justement pour cette histoire de performance et d'équilibrage. Tu vois, tu parles du fait que tu as été formé avec Magny et Sam. Est-ce que mm, justement l'approche de Magny et Sam, elle va pas polariser sur certaines émotions? Tu vois, quand on te fait monter dans les émotions du bien-être, tu vois, par exemple, mm. la fierté, etc. Et justement, est-ce que ça amène pas les personnes à être polarisées émotionnellement dans cette pratique? Euh, je pense, je pense pas. Alors, en fait, encore une fois, je pense qu'il y a le fond, il y a la forme. Je pense que dans le fond, je trouve, enfin, ils savent avec Donny Epstein, etc. Il va nous polariser justement sur ces émotions-là. Le piège, par contre, pour moi, ce serait de croire qu'on peut tout le temps être dans ces émotions, tu vois. Et ouais, donc encore une fois, ça polarise, mais tant qu'on a un corps, on sera polarisé. Et justement, l'approche de Mani, je pense qu'elle permet de se polariser sur les domaines de vie où on a envie de développer et de produire de l'enthousiasme pour y aller. Donc, par contre, le piège, et c'est ce qu'on a vu dans les gens qui ont fait la formation de Mani et Sam et qui après se sont formés chez nous, ça les a aidés à juste se relâcher et se dire, OK, en fait, il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans le bien-être. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans l'enthousiasme, etc.
et pas polariser qu'une partie, quoi. Donc, Ouais. voilà. Moi, j'aime, enfin, et je retrouve ça chez Denis Epstein aussi. Il va nous polariser sur de l'enthousiasme, de la gratitude, etc. Et je trouve ça top. Juste à chaque fois, je pense, c'est juste arriver à discerner en quoi c'est juste et en quoi, à un moment donné, je cours après un Ouais. fantasme. Parce que moi, si je me rappelle bien, Magny et Sam, lui, il recommande d'être 80% dans le bien-être. Ouais, ouais, c'est ce qu'il va dire. Alors, c'est ce qu'il va dire sur le 80-20 avec il prend un exemple de cellule bleue, cellule rouge. Après, je pense qu'on peut être, ça dépend en fait ce qu'on met comme définition dans le bien-être en fait. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que j'arrive à être dans le bien-être, même dans le mal-être. Tu vois, avec les sportifs de niveau, nous on leur apprend quelque chose, alors qui est pas reconnu scientifiquement, mais j'aime bien ça à titre juste indicatif. C'est les biorhythmes. Mhm. Genre en mode, t'as des courbes. Il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été. Il fait jour, il fait nuit. Et en fait, par exemple, avec les sportifs de niveau, quand il y en a qui supportent pas parce qu'ils doutent ou quand ils sont pas bien, et quand on leur regarde, OK, c'est quoi les bénéfices pour toi de douter? Ah bah c'est là où je me remets en question, etc. C'est quoi les bénéfices pour toi de pas être bien? Ah bah c'est là où du coup je me rapproche de ma famille, par exemple. Et du coup, ils arrivent à voir qu'il y a du bien-être aussi dans du mal-être à un certain point de vue. Ouais, ok, top. Parce que moi, je sais que quand je me suis intéressée à tous les ouvrages de Magny et Sam, etc., sur le Mm, muscle du bien-être, je me suis dit, ah, tu vois, et c'est intéressant de voir, ok, comment il amène. Donc, c'est mm, vraiment, je pense, l'intention, c'est de ramener des gens qui sont beaucoup dans le mal-être c'est ça. à savoir ressentir, à stimuler des muscles du bien-être qui pensaient Oui. inexistants. Et donc là, en fait, on va d'une personne qui va mal vers une personne qui arrive à voir, OK, comment je peux me sentir mieux malgré les circonstances extérieures, comment je peux reprendre le pouvoir sur moi, sur mes Mm, émotions et en faire une énergie créatrice pour aller créer quelque chose derrière. Donc c'est comme ça, moi, comment je l'ai perçu. Mais c'est vrai que si j'avais pas fait tout ce qui était dépolarisation, équilibrage des perceptions, j'aurais peut-être pas vu de cette manière. J'aurais peut-être vu en fait, c'est que bien ou mal, si tu veux. ouais. Ouais, et excellent. Et tu vois, quand tu m'as demandé justement, je pensais à quelque chose. Je pensais à la phrase de enseigne l'illusion jusqu'à temps que les gens soient prêts pour la vérité. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui ont écouté Mani au début sont dans des gens qui sont dans des situations de dépression, ils vont vraiment pas bien. Et là, dans ce cas-là, en effet, c'est utile du coup d'apprendre à se polariser dans les autres émotions Mm. pour pouvoir les ressentir dans le corps et après arriver à un autre stade en fait à se détacher de ce qu'on a appris. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y a un séminaire qu'on fait une fois tous les ans, tous les 18 mois, ça dépend des fois, le Wake Up. Eh bien, dans ce séminaire-là, par exemple, je reprends ou je refais vivre aux gens leurs émotions en mode, OK, mets-toi l'enthousiasme, et je les mets par groupe en mode vie l'enthousiasme, des choses que j'ai appris avec Mani. Et il y a, pour certaines personnes, n'arrivent pas à ressentir l'enthousiasme. Mm. Donc là, je pense que c'est là où les gens, quand à la fin du séminaire, ils arrivent à revivre un petit peu d'enthousiasme et après, tu les forces à se polariser là-dessus tous les jours, jusqu'à ce que les cellules reprennent goût à ça. Pendant un an, 2 ans, 3 ans, peut-être que ça va être super utile pour eux. Et Ouais. par contre, quand leur niveau de, entre guillemets, dev perso va augmenter, peut-être là, ils pourront aussi relâcher et lâcher ce qu'ils ont appris. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, moi qui suis plutôt quelqu'un qui est très pragmatique et dans le mental, Hum, j'avais du mal à me remettre à vivre une émotion, à m'autoriser, hum, à hum, revivre même hum. corporellement, tu vois, genre le sourire, sauter de joie, tu vois, Ouais. bouger comme à ce moment-là. Et à m'autoriser à ressentir pleinement ce que j'avais déjà ressenti. Donc ça, c'était Hum, compliqué pour moi, tu sais, un peu comme si je me donnais pas l'autorisation parce que c'était hum, pas le moment, c'était pas le lieu, etc. Ou la honte peut-être, tu sais, de ah, si on me hum. voit, c'est un peu, j'ai l'impression d'être C'est ridicule, clair, de la pudeur. Ouais. etc. Ouais. Donc hyper intéressant. Merci pour ça, Pierre. Et pour revenir aussi sur, bah, tu sais, je t'avais déjà posé la question offline, mais je pense que c'est intéressant aussi que les gens l'entendent. Je me rappelle t'avoir posé la question, mais du coup, si tout est neutre, comment font Hum, les sportifs pour rester inspirés par leurs objectifs, pour rester dans la performance? hum, Et je me rappelle que tu m'avais dit, bah oui, mais en fait, tout est neutre, mais c'est pas si neutre parce que bah, tout est neutre, tu peux choisir du coup qu'est-ce qui t'inspire le plus. Et tu m'avais donné l'exemple, parce qu'on en avait parlé dans l'extrême, genre si bah, tout est neutre, genre on va tuer quelqu'un, mais est-ce que ça t'inspire ouais, c'est d'aller ça. tuer quelqu'un? Et ça, j'ai trouvé ça game changer dans ton approche, et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé du coup à ce moment où Hum, je m'étais formée.
dans d'autres apprentissages parce que je me posais la question, mais en fait, si tout est neutre, à quoi bon? Et j'étais vraiment Mm. dans un truc de ah ouais, donc en fait, si je suis fière ou si je suis hyper enthousiaste, c'est que je suis polarisée, donc c'est pas bien. Donc il faut que je me diminue, que je me minimise pour être un peu plus neutre dans mon alignement, parce que là, je suis dans un extrême émotionnel, tu vois. Je me Ouais, jugeais ouais, moi-même d'être, je suis trop joyeuse, ah papa, papa, ça veut dire que j'ai pas conscience des inconvénients et du revers de la pièce. mm. Ouais, je comprends. Ouais, c'est là où moi je dis, foutez-vous la paix, tu vois, aux gens. Enfin, pour moi, on est dans un monde terrestre de dualité de matière. Et tant qu'on aura un corps, on sera polarisé. Je sais que moi, j'ai enlevé le fantasme enfin, moi, quand je le dis à mes séminaires, je suis peut-être la personne la plus polarisée des séminaires. C'est OK, en fait. J'ai mon corps, j'ai mes expériences terrestres à vivre. Voilà, si j'ai envie de vivre de l'excitation, de l'euphorie, même si je sais qu'il y aura le prix à payer qui va arriver, ben, je m'en fous, en fait. J'essaie de vivre ça et je le vis pleinement. Et puis après, on verra ce qui arrive derrière, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi que j'ai aimé à ton contact, c'est que je me disais, en fait, je trouve que Pierre est hyper aligné avec ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de dire, etc. Et en fait, je ressentais que tu cherchais pas à t'équilibrer à chaque fois que tu allais dire ou faire quelque chose. C'était en fait, je suis pleinement moi. Hmm. Et puis voilà, enfin, c'est je dépose. Et puis, mais c'est Ouais. vraiment l'énergie du manifestor en human design, hein. C'est OK. l'initiateur, celui qui va prendre les devants, qui va un peu rentrer dedans, rentrer dans l'art et tout, le provocateur. Et c'est un peu genre, je suis comme ça, et puis vous faites avec, tu vois, vous composez avec qui je suis. Excellent. Et donc merci pour ça. Et du coup, est-ce que tu as accompagné ou que tu as pu constater, ou même toi, tu l'as peut-être vécu, des sportifs de haut niveau qui, après avoir été équilibrés dans leur perception, ont perdu la niaque, ont perdu leur feu? Alors, il y a deux cas à chaque fois. Il y a soit, en fait, dans le contexte, c'est souvent les gens ils viennent parce que soit ils ont un plafond de verre, soit ils sont dans il faut que je m'entraîne plus, je dois m'entraîner plus. Et donc, ce qui arrive, c'est que voilà, la majorité du temps, si on peut dire, sur les sportifs de haut niveau, il y a 95-98% des sportifs qui retrouvent encore plus de niaque, alors qu'ils sont équilibrés. Par contre, il y en a d'autres, c'est très rare qui peuvent arriver, c'est que eux, ils se rendent compte, ils perdent pas leur feu, ils perdent leur feu pour le sport, mais ils le retrouvent pour autre chose. Et du coup, c'est Ouais. des gens qui étaient dans le fantasme de je dois continuer le sport de haut niveau et qui sont attachés à j'ai mon image de sportif et du coup qui continuent le sport pour garder cette image-là. Et donc, bah forcément, quand on dépolarise, quand ils voient le prix à payer, ils se disent non, mais je suis plus aligné à faire ça, et donc eux ils arrêtent. Mais ils trouvent le feu pour autre chose. Et donc moi aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que paradoxalement, les gens qui sont équilibrés, c'est là où ils trouvent leur feu ardent et leur niaque pour justement atteindre leurs objectifs. C'est Ouais. juste parce que ça leur fait plaisir en fait de les atteindre. Ouais, parce que c'est aligné pour eux. Ils sont pas dans le people pleasing ou dans Non, une fausse idée de qu'est-ce que j'aurais si je faisais ça, etc. exactement. Parce que c'est pas eux, c'est pas leur être en fait. Ça fait pas partie Ouais. d'eux. Ouais, hyper Et intéressant. ils kiffent se dépasser. Enfin, moi, ce que je vois sur les sportifs déjà de haut niveau, c'est juste que le sport est dans leur valeur très haute. Alors, tu as des sportifs de haut niveau, le sport n'est pas dans les trois premières, enfin, ou pas dans les deux premières en tout cas, et du coup, bah, forcément, ça ne tient pas sur le long terme. Mais pour qui le sport est vraiment hyper important, enfin, j'en ai une en snow, qui est championne du monde en snowboard, et elle, c'est dingue, quoi, parce qu'elle kiffe être sur son snow, elle kiffe entendre la neige, elle kiffe sentir chaque muscle et tout, mais c'est juste, en fait, une fois qu'elle est dépolarisée justement sur le résultat et qu'elle a plus cette pression dans le jeu, bah, c'est là où elle exprime tout son plein potentiel parce que naturellement, elle adore le sport et ce sport en particulier. Donc, juste progresser là, ça lui fait plaisir en fait. Ouais, non, c'est clair. Hyper intéressant. Et du coup, dans ta vie de tous les jours, est-ce que, parce que tu nous en as parlé un petit peu, tu cherches pas toujours à t'équilibrer. Par contre, tu as conscience des inconvénients quand tu Hmm. es hyper enthousiaste ou que tu es dans beaucoup de joie, etc. Est-ce que c'est devenu un automatisme à force de coacher ou d'apprendre cette méthode et de l'enseigner? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le cerveau, vu que je sais pas, c'est des milliers d'heures de pratique sur moi et sur les autres, je pense que mon cerveau est vraiment framé en fait à voir vite bénéfices inconvénients en fait. Ouais, Donc maintenant, je sais que je vois moins de bénéfices à des choses et du coup, je vois moins d'inconvénients et je prends plus les choses comme elles sont, tu vois. Et ouais, avec de la joie, de l'enthousiasme de faire ce que j'ai envie. Par exemple, quand ouais, ça va être soit écrire un bouquin, soit faire des vidéos,
ou le séminaire, notamment le séminaire TIT avec vraiment beaucoup d'enthousiasme là-dessus. Mais je vois même plus trop les bénéfices, je vois plus trop les inconvénients. C'est juste comme ça et je kiffe, quoi, et c'est tout. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus la polarité. Ouais, parce que ça vient de toi et tu le sais Ouais, avec ouais, certitude, qui fait que tu cherches pas quelque chose de mental à côté, quoi. oui, ouais, C'est tellement aligné pour toi et tu sais que ça vient de l'intérieur, que c'est pas quelque c'est chose ça. qui prend de l'extérieur. Du coup, t'as pas besoin de penser à bénéfice-inconvénient, je pense. Ouais, non, 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 même pas. Ouais. J'ai eu un débat une fois avec la fierté, parce que tu sais, après m'être intéressée à ce que faisait Magnus Sam, Ouais, euh, moi du coup j'ai réintégré la fierté, ce que je n'avais ouais. plus, je n'en parlais plus en fait dans mes accompagnements de la fierté, parce que du coup Hmm, c'était une émotion dite polarisée. Et à hmm, partir du moment où je me suis dit, ah bah en fait, et si je considérais que la fierté pouvait être saine en hmm, fait, hmm, hmm, et j'ai eu ce débat-là il n'y a pas très longtemps où la personne avec laquelle je discutais me disait, bah, pour moi, il n'y a pas de fierté saine, ça n'existe pas. Et je lui disais, bah, pour moi, la fierté saine, c'est bah, une fierté que tu peux ressentir tout en ayant conscience des inconvénients, ce que ça t'a hmm, coûté en fait pour arriver à hmm. cette étape-là, et en ayant conscience du prix à payer et que tu étais OK pour le payer et que bah, du coup, tu es content d'y être arrivé, bah, pour moi, ça, c'est une fierté qui peut être considérée comme saine, entre guillemets. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, toi. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que des fois, la personne qui dit oui, mais la fierté, c'est pas sain, mais du coup, qui va se priver de fierté, elle va être dans de la frustration de pas exprimer sa fierté, C'est est-ce ça. que est-ce que c'est ça aussi, tu vois? Euh, donc, c'est plus ça. Et en fait, après, c'est que des mots, c'est de la sémantique. On va dire oui, la gratitude, c'est pas polarisé, l'enthousiasme, c'est pas polarisé, la joie, ah bah, c'est peut-être polarisé. Tu vois, c'est à partir du moment où on met un mot déjà, en fait, c'est ça qui est juste de dire qu'au moment où on parle, on crée de la séparation et Ouais. donc dès qu'on crée un mot, on crée du concept. Donc c'est qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot, qu'est-ce qu'on met derrière la fierté, qu'est-ce qu'on met derrière la gratitude. Donc je pense à un moment donné, à un certain stade, c'est arrivé à lâcher là-dessus et se dire bah si la fierté ça te parle et ça te fait du bien à cet instant T, prends, Ouais. hein, tu vois, moi un sportif qui gagne, tiens hier on a Carlos Alcaraz qui a gagné hier après un match dingue, bah, normal que dans son corps, il va ressentir de la fierté. Comme il le dit, Mani, la fierté vient souvent après les moments de dépassement. Ouais. Et le dépassement, tu vois, c'est vraiment physique, physique, physique. Et derrière, tu as la fierté qui est corporelle. Et la fierté amène l'estime de soi qui est plus intellectuelle. Mais tu vois, la fierté, c'est vraiment, ouais, dans le corps, tu te sens fier de toi. Et je pense pas qu'il y ait de problème à ça. Par contre, si tu gardes la fierté trop longtemps par rapport à un domaine de vie spécifique, Ouais. c'est là où justement tu vas occulter les domaines de vie où tu es moins fier de toi. Mhm. Euh, je pense que c'est plus là. Nous, ce qu'on peut voir avec les sportifs, justement, qui au début viennent avec cette image de je suis sportif de haut niveau et ce statut-là, c'est qu'ils tiennent à ce statut, et ils sont fiers de ce statut parce qu'ils ont honte des autres domaines de vie. Ouais. Oui. Tu Et vois? puis que s'ils le perdent, c'est trop gros. Ils ont trop à perdre, en fait, s'ils perdent Ouais. ça, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je pense que la fierté, elle est, entre guillemets, saine au moment où tu es juste fier de toi sur le moment et t'es pas attaché au résultat que t'as Ouais. eu. Ouais. Hyper intéressant, cette nuance. Et là, on est dans le millimètre. C'est chouette. Euh, je regarde un petit peu ce que j'avais à te demander. Ah oui, toi qui aimes vivre des expériences, des stages, des séminaires, etc., autres que les tiens, est-ce que tu as Hmm. vécu un truc qui a été game changer pour toi? Et est-ce que tu serais OK pour nous le partager? Ouais, Donny Epstein en Italie, où justement il me prend, moi vu que je parle pas très bien anglais, je pensais pas qu'il allait me prendre sur scène. Et en fait, il m'amène sur scène quand même. Et du coup, on parle et je répondais des fois à la question un peu à côté de la plaque, mais inconsciemment, on se répondait. C'était marrant de voir lui qui est à fond sur l'énergétique, en quoi les gars après à la fin ils m'ont dit c'est dingue. Des fois, il t'a posé des questions, t'as répondu un peu à côté, mais au niveau du cloud, tu vois, c'était, on se captait. Et ouais, par rapport à un domaine de vie en particulier où il m'a changé d'énergie et j'ai vu les choses. Et c'est comme si je faisais un collapse, mais en quasiment instantané. J'ai vu plein de choses qui sont arrivées comme ça, clac, clac, clac. Et ça a vraiment shifté certaines relations. Alors avec un truc que j'avais pas vu du tout. Là, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment game changer là-dessus. Ouais. Un shift énergétique, une perception de très loin dans le passé que même pas j'y faisais attention. Et juste ce petit truc que j'ai changé par rapport à une perception du passé a drastiquement changé un domaine de vie ensuite, quoi. Mais du tout au tout. Là, j'ai encore une fois halluciné
des charges émotionnelles, à quel point une charge qu'on peut percevoir en mode oh, ça me fait rien. Waouh, en fait, c'était cette charge-là qui me crée du challenge ici, quoi. Ok, super. Bon, tu m'en avais déjà parlé de ce stage-là, mais je trouve ça passionnant parce que c'était Hmm. avant que tu y ailles. Et du coup, maintenant que tu y Ouais. allais, le déclic que tu as eu, c'est ouf. Chez Denis Epstein, j'ai tout le temps, c'est dingue, hein, chez Denis Epstein, parce que ces séminaires, pour le coup, dans mes perceptions et dans ce qu'on connaît en France, sont excessivement chers par rapport au système français. Ouais. Tu vois, ça va être vite 6 000 € les 5 jours avec lui. Ultimatum, ça va être 9 000 € les 8 jours. Et 80% du temps, il a 60 et quelques balais, 70 ans. Du coup, il raconte sa vie pendant 80% du séminaire. Mais par contre, tu as un truc où tu te dis, allez, c'était sur une journée, ça a changé ta vie. Et tu fais, bah, ok, est-ce que si c'était à refaire, je mettrais les 6 000 € juste pour ça? Bah, ouais, en fait, tu vois. Avec Epstein, c'est intéressant ce séminaire parce que j'y vais, j'apprends rien pendant 4 jours sur 5 et sur un jour, paf, Ouais. il y a un truc qui shift. Et tu te dis, wow, ok, toute la valeur, elle est là. Ouais, j'ai ressenti la même chose. Là, je sors du stage avec Dan Brûlé Ah, euh, yes. sur le Ok, breathwork. Et excellent. pareil, je me disais, ah, bah, je connais la majorité des trucs qu'il raconte, Mm. mais juste un tout petit truc qui peut faire toute la différence et qui Ouais. vaut le coup, en fait, juste d'être venu et d'avoir assisté à ce stage. Donc, et j'ai ça, à chaque fois, je me posais la question parce que bah, l'inconvénient, entre guillemets, de se former beaucoup comme moi, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu plafonnes un peu au niveau des connaissances C'est ça. théoriques. Et donc, Ouais. moi, je vais chercher le millimètre et je me pose toujours la question, OK, à partir de quel espace j'ai investi dans ce truc-là? Est-ce que c'est un espace de manque? Est-ce que c'est un espace d'envie? Etc. Mm. Et si c'est aligné pour moi, donc un espace d'envie de, bah, en fait, j'ai envie de connecter à quelque chose qui est différent, expliquer différemment, etc. C'est là où je me pose, OK, euh, est-ce que je suis prête à recevoir le petit truc qui va être Mm. vu différemment, dit différemment? Et c'est en ancrant cette intention que j'arrive à percevoir le millimètre. Et j'ai remarqué, hein, les fois où je me suis pas ancrée avant, j'ai pas posé d'intention, Mm. je ressortais des trucs en me disant pff, nul, j'ai rien appris quoi. Ouais. Et là, je Ouais, me c'est dis ah clair. ouais, ok, je suis dans mon attitude où je m'exagère, je vais reprendre le replay, poser mon Mm. intention et être pleinement présente et voir ok, est-ce que effectivement j'ai rien appris ou c'est moi qui me suis exagérée en posture supérieure en me disant je connais Mm. déjà et donc bah du coup forcément je vais pas apprendre. Ouais, ouais, excellent. Excellent, parce que comme tu dis, quand on a fait des séminaires et on y retourne 2, 3, 4 fois, c'est le même séminaire. Bah, si tu vas juste en mode comme ça, en effet, le gars, il redit, enfin, tu vois, moi, le séminaire Tilt, quasiment tout le temps, je redis quasiment, enfin, c'est le même frame, c'est les 4 mêmes process. Et par contre, si tu vas avec l'intention de j'y vais pour faire sauter, enlever ce verrou-là ou une intention précise, bah, tu vas l'avoir à un moment donné dans le séminaire. Ouais. Et c'est pour ça aussi que les personnes ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait tilt plusieurs fois. Mm. Je leur ai dit, bah, ça dépend de ton intention. C'est toujours ça. Et quand tu as ton intention qui est ancrée, c'est ce que je t'avais dit. Moi, je connaissais déjà la méthode, j'avais lu tes livres et tout. Mais j'étais là pour être pleinement présente, faire les exercices jusqu'au bout, même si je suis déjà coach, etc. Et de rester, pas dire, oh, ça je sais, vas-y, je vais prendre ma pause café pendant que les gens ils font les Mm. exercices. Non, faire l'exercice jusqu'au bout, voir ce que moi je peux libérer de plus que ce que je fais déjà toute seule. Parce Mm. qu'en plus, à ce moment-là, je me faisais plus coacher. Donc, enfin, il y avait vraiment, OK, comment je peux me mettre en posture d'étudiante et d'aller encore plus loin et que ça puisse être au service de mes valeurs et que je puisse le transmettre à mon tour à mes clients, quoi. Et donc, avec cette mentalité, ce mindset, c'est là où j'ai débloqué le plus de trucs. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu parlais d'énergétique. Du coup, comment tu as fait pour avoir ce déclic de bah, je suis dans la préparation mentale, justement, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la tête, les neurosciences, le cerveau, etc. Et t'intéresser du coup à tout ce qui est sphère un peu plus subtile, énergétique. Est-ce que tu as toujours eu ça en toi ou il y a eu un truc qui t'a fait changer d'avis ou te faire percevoir les choses différemment? Alors, je l'ai eu d'un point de vue plus mental, justement, le côté énergétique et tout. Donc, vu qu'à une époque, justement, Julien, je me rappelle, on a des longues discussions parce que lui il était à fond dans le business en ligne au tout début, et puis moi, j'étais à fond dans le côté spirituel, symbolisme, etc. Donc, j'avais là, mais par contre, c'était vraiment d'un point de vue intellectuel, ça ne me servait pas à grand-chose finalement. Par contre, en reconnectant plus au côté matière, avec notamment bah, Magni et Sam,
de Martini avec des process où là, petit à petit, ça a déverrouillé. Ça me permet aujourd'hui, je pense, de plus accueillir le travail de Epstein qui est vraiment purement énergétique, où là, j'arrive à sentir dans le corps le changement énergétique et ça shift ici. Mais donc je l'avais depuis un moment, le point de vue énergétique, et je percevais que les changements étaient d'abord énergétiques. Par contre, je pense que j'étais juste dans la tête et j'étais pas prêt. J'avais une partie à d'abord, au lieu de chercher, et il y a beaucoup de gens dans le développement personnel qui sont comme ça, et moi j'y étais aussi, qui se sont d'abord, ok, on va chercher dans le spirituel absolument, absolument, et on oublie que finalement, ok, mais on est aussi dans le monde matériel, et d'abord apprends à là changer dans la matière, et quand les fondations sont bien stables, vois comment intégrer l'énergétique Ouais. dans le corps. Moi, je C'est... m'étais perdu dans l'énergétique, Ok. et j'arrivais pas à l'intégrer en fait dans le corps. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est aussi ce que je dis à mes clientes qui sont plutôt dans la spiritualité, l'ésotérisme. Je leur dis, c'est justement en apportant plus de structure que vous allez avoir la Exactement. liberté d'exprimer pleinement vos dons et vos Ouais, capacités extrasensorielles, parce que sans structure, vous n'allez pas faire de pont avec les gens et ouais. vous n'allez pas pouvoir vivre de cette activité-là. Donc, et c'est aussi ce que j'ai expérimenté. J'étais beaucoup plus dans le pragmatisme. Mm. Tout comme toi, je pense que je me suis connectée à la spiritualité d'un point de vue très intellectuel, mais du coup, dans l'autre opposé, donc j'étais très les pieds sur terre. Après, j'étais beaucoup dans la spiritualité, et c'est comme si, ok, comme j'arrivais pas à le ressentir dans le corps, le pont il était manquant en fait. Mm, Et, c'est euh, ça. et je comprenais tous les concepts, l'énergétique, l'hypnose, etc. Mais comme je l'avais pas intégré dans le corps, j'arrivais pas à le transmettre, à le faire ressentir à mes clients, puisque moi-même je l'avais pas ressenti. Et à partir du moment où j'ai débloqué, justement, je me suis autorisée Ouais, à ressentir dans le corps, bah, comme je te disais pour Magni et Sam, ah ouais, je comprends en fait. Ah ouais, ouais. c'est ça. Mm, Et là, après, du coup, j'étais en capacité de transmettre et de coacher avec cette touche un peu plus énergétique. Et je comprends aussi mon comportement, pourquoi je voulais pas parler de spiritualité, pourquoi j'avais parqué ce truc-là. Genre, c'est pour mon développement personnel, c'est pas pour mes accompagnements, mais c'est parce que j'étais incapable de faire le lien entre les deux. Donc, du coup, un mm, syndrome de l'imposteur aussi, tu vois. mm. Je comprends. Donc, hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'allier tout ce qui est dépolarisation avec la chiropraxie qui, pour moi, je te l'avais dit, mais pour moi, ma perception de la chiropraxie qu'on expérimente durant le séminaire, c'est pas la chiro classique. Non. Mm. Il y a une sphère aussi énergétique. Donc, Ah oui, ouais, clairement. Ouais. Ouais, alors ce qui m'en a donné envie, moi, c'est bah, justement à l'époque, Magnier et Sam, il enseigne quand même la loi de l'équilibre, il enseigne la satellisation, etc. Donc le schéma, moi, je l'ai appris chez lui, que je reproduis partout sur les bouquins et tout, je l'ai appris chez lui. Et il faisait ces séminaires. Et en fait, en chiropraxie, en network à l'époque, je connaissais personne. Et je trouvais brillant. Enfin, moi, je les ai fait au moins 4 ou 5 fois dans ces séminaires à Manille. Et je trouvais ça dingue. Mais par contre, les tarifs, c'était vraiment quelques milliers d'euros. Et du coup, je me disais, mais jamais je pourrais faire ça bah, en France. Et c'est quand j'ai connu Mathias, etc., où là, je me suis dit, OK, il y a des tarifs qui sont normaux. Les gars sont formés à cette méthode-là. Et où je me suis dit, bah, c'est bon, je l'ai le séminaire de mes rêves où je peux mixer justement la dépolarisation et le plus proche, c'est ce que je vais apprendre chez De Martini, avec, avec justement la chiro. Et à l'inverse des séminaires comme chez Mani ou comme chez Denis, par exemple, tu t'attends qui est tout seul pour ajuster 70 personnes, t'attends 4 5 heures avant de passer sur la table et le reste, tu tournes les pouces. Là, je me suis dit, par contre, moi, ce que j'aime, c'est du rythme. J'ai pas envie que les gens s'ennuient. Du coup, bah, on va créer ce roulement en fait on va diviser les gens par deux. Il y aura 6 7 coachs pour m'accompagner. Eux, ils seront 3 4 chiro. Au début, on a commencé par 20 avec uniquement Mathias, des 20, 10 avec moi, 10 avec Mathias. Et on est monté tranquillement à 70 75 personnes où on peut justement alterner. Et je trouve que c'est là où c'est top parce que ça permet d'avoir le changement corporel que je trouve très puissant, émotionnel et corporel et le changement psycho-émotionnel plus sur le côté dépolarisation. ouais, hyper intéressant. Et moi, je trouve ça tellement, enfin moi en tout cas, ça m'a tellement impacté que du coup, Mathias est venu intervenir pour ma propre retraite que j'avais Ah, faite cool. full spiritualité. Bah, ça venait compenser tous mes accompagnements hyper mindset,
hyper intellectuel du coup, Hmm. organiser une retraite pour ces mêmes clientes full spirituelles et faire Excellent. l'intégration dans le corps. Donc c'était vraiment un truc pour faire axe cœur, corps et esprit. Pour Hmm. clôturer du coup un cycle d'accompagnement où en fait on était beaucoup dans le mental, après on était beaucoup dans la spiritualité et on l'ancrait dans le corps avec Mathias. Donc ça c'était chouette. Et Top. je t'ai remercié déjà en MP tant de fois je pense pour dire putain tu m'as en fait aidé à m'autoriser à faire des choses que je Ouais, m'autorisais cool. pas via Tilt. Donc ça a été vraiment game changer. Moi chaque séminaire j'en ai fait deux déjà et à chaque fois il y a un palier qui a été dépassé d'autorisation en Ouais. fait. Ah bah c'est top. Et pour le coup, c'est vrai que avec Mathias, c'est là où on a la bonne. Alors, il y a Alexandre et Marine aussi, mais avec Mathias, vu qu'on a commencé ensemble, et je me rappelle, c'est un des premiers où moi, avec Mani, j'étais habitué à aller chercher loin en énergétique et tout sur la table. Et les premières fois que Mathias m'a ajusté, bah, je faisais le même comportement. Et c'est Mathias, un des premiers à dire, eh, mais Pierre, là, tu cherches trop à aller chercher des trucs au niveau énergétique, reviens, ramène ce que tu fais dans le corps. Et où les séminaires avec Mani et Sam, j'entendais tout le monde crier. Et chez Denis Epstein, c'est comme ça, tout le monde crie. Avec Mathias, ce que j'ai retrouvé, c'est aussi le côté, en fait, crie pas, quoi. Il n'y a pas besoin de crier, ramène juste dans le corps Ouais. et vis le changement, reçois-le dans la chair plutôt que d'aller le chercher au milieu de l'univers, tu vois. Ouais. Voilà, du coup, c'est là l'approche, je pense qu'on l'a bien complété. Yes, et je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages, parce que c'est ce que nous a dit aussi Dan Brûlé, parce que dans le Ok. breathwork, il y a des gens qui libéraient de manière vocale et Hmm. comportementale, dans les gestes, les actions et tout ça. Et il disait, ouais, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller crier, frapper des trucs. Enfin, ça peut être très très calme aussi la libération. Ouais. Et c'est là où c'est le plus ancré. Il a dit, c'est en fait parce que vous n'êtes pas en réaction, vous êtes Hmm. centré. Et du coup, c'est une Hmm. libération qui peut se faire douce, qui peut se faire de manière agréable, dans le ressenti, dans l'observation. Et ça, en fait, ça a été game changer Excellent. parce que moi, Ouais. je me pensais pas normal. Parce que j'étais très Tu calme dans criais mes pas. libérations. Je me disais, mais attends, pourquoi tout le monde crie, tout le monde bouge et tout? Je suis pas normale. Ça fait depuis 2020 que je pratique des séances comme ça et tout, Ouais. sur différentes pratiques. Je me disais, mais je suis pas normale. Et c'était hyper intéressant qu'ils nous amènent ça et qui limite se foutent de la gueule des gens qui libéraient trop bruyamment, genre ta gueule, quoi, tu vois. Donc ça, Excellent. c'était marrant. Et du coup, ça m'a ramené juste une autre perception de, bah, en fait, où est-ce que j'ai libéré bruyamment? Donc lors du massage baliné dont je t'ai parlé Hmm. où j'ai Hmm. hurlé. Et en fait, c'est venu compenser toutes les fois où je libérais de manière très discrète, par des Ouais. larmes, etc. Et que c'est pas plus puissant, moins puissant, c'est juste qu'est-ce que tu as libéré selon quelle pratique. Et peut-être que les pratiques de massage chamanique, c'est des trucs où je vais pas pouvoir accueillir et m'observer parce que c'est trop fort pour moi et que Hmm. je vais juste crier à ce moment-là, quoi. Ça m'a appris aussi à moins juger les gens qui Hmm. libèrent Ce qui bruyamment. écrit. Ouais. Et c'est venu me faire travailler aussi ma peur de déranger. Parce que qu'est-ce que je juge, c'est parce que je trouvais qu'il dérangeait tout le monde. Ouais, je comprends. Ouais, et donc Ouais, en ouais. miroir, ma peur de déranger moi, tu vois. Donc, Hmm. enfin, hyper à chaque fois, et les effets miroirs et tout, de voir, de m'observer justement, de voir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que je m'autorise, et de trouver juste un milieu dans ce que je ressens et ce Hmm. qui est juste pour moi, et d'arrêter d'être sur l'extérieur. Hmm. Et c'est ça ce que Dan nous apprend, hein, c'est d'être centré sur soi. Et peu importe ce qui se passe autour de toi, reste centré Ouais, sur ta reste sur toi. respiration et ce que tu ressens toi, quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup sur l'extérieur. Dès que quelqu'un criait, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Excellent. Donc ouais, hyper intéressant. Du coup, ouais, l'énergétique. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu as des pratiques énergétiques en complément de la dépolarisation que tu pratiques pour toi-même? Non, 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 juste le Kiro Network. Ok. Et Le Kiro Network. quelle est la place de l'hypnose aujourd'hui dans ta vie? Oh, je l'ai pas, non, l'hypnose, je l'ai plus du tout, dans le sens où, moi, enfin, je l'aurais peut-être si j'étais sur d'autres pratiques, si j'étais sur l'arrêt du tabac, si j'étais sur la mincir, etc., j'aurais peut-être gardé la partie hypnose. Là, aujourd'hui, d'un point de vue plus dev perso, performance, l'hypnose, j'utilise plus du tout. Je suis que en dépolarisation. Euh, Après, c'est pareil, tu vois, si on rentre encore une fois la différence de mots entre hypnose, méditation, sophrologie. Moi, je me rappelle quand j'étais parti méditer 20 jours chez des moines en Vipassana en Thaïlande, donc sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours. J'étais formé en hypnose et en fait, mais attends, j'étais en train de méditer, je fais, mais là, je suis en train de me faire des inductions hypnotiques. Ouais. Et j'étais revenu challenger un de mes mentors en mode, OK, c'est quoi la différence entre l'hypnose et la méditation, la pleine conscience? Et là, il fait, ah!
Et en fait, je vois qu'en creusant, en creusant, en creusant, il a pas su me répondre. Et ce que je vois, c'est que l'hypnose, c'est un mot. La sophrologie, c'est un mot. Ils appellent ça la sophrozone. L'hypnose, on dit on rentre dans les ondes alpha. La méditation, pareil, quand tu es en pleine conscience et que tu es conscient de tout le corps, c'est une induction hypnotique aussi d'un point de vue. Donc, où sont les différences entre les différents noms? Voilà, donc maintenant, quand je vais faire de la visualisation, quelqu'un pourra appeler ça de la sophrologie, quelqu'un pourra appeler ça de l'auto-hypnose, et une autre personne pourra appeler ça de la méditation. Ouais, je pense que encore une fois, c'est que des mots et des subtilités qui peuvent changer, mais ça reste assez proche. Ouais. Et l'hypnose sur les gens, à titre perso, j'ai vraiment une valeur liberté qui est assez forte sur moi. Je n'aime pas je n'aime pas que les gens prennent du pouvoir sur moi et j'ai pas envie d'en prendre non plus sur les autres. Et du coup, l'hypnose, ça reste quand même de la suggestion. Voilà, donc à partir de là, je préfère que les gens, on leur pose la question en boucle et ont un collapse. Je trouve ça beaucoup plus efficace que, enfin, pour moi, hein, dans mon point de vue. Et qui revient à ma croyance aussi hein, du travail sur l'identité, où je pense sincèrement que tout ce qui nous arrive sur Terre est une occasion pour reconnaître, accepter, aimer un trait de caractère chez nous qu'on n'a pas reconnu, accepter, aimer. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un raccourci par rapport à l'hypnose. Ouais, hyper intéressant. Moi aussi, je me suis formée en hypnose. Je suis maître Ok. praticienne, mais c'est pas la méthode ericksonienne. C'est une Hmm. autre méthode qu'une femme qui s'est formée à la méthode ericksonienne trouvait que justement induire de cette manière n'était pas OK pour elle. Et donc, elle a développé sa propre méthode où en fait, on fait des Hmm. propositions à l'inconscient et l'inconscient est libre de Il choisir, pioche. voilà, ce qui est juste pour lui ou pas. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, personnellement, j'ai couplé cette Hmm. méthode d'hypnose, la visualisation et le coaching avec la dépôt Hmm. pour faire ce que Hmm. j'appelle un soin vibratoire, qui Hmm. justement, c'est ma popote interne pour aider les gens à retrouver leur alignement, leur essence et à vibrer dans le corps parce qu'ils arrivent à se projeter de manière visuelle et à revivre Ouais. des événements passés. Et je fais aussi un peu de magnétisme, donc je leur fais vivre ce qui est déjà passé, je les ancre dans le présent et je vais les projeter dans le futur. Et du coup, j'utilise un mix de méthodes qui pour Hmm. moi fait sens parce que ça a fonctionné pour moi et C'est je ça, sais ouais. que ça a eu de très bons résultats au niveau de mes clients. Donc, Ouais, c'est ça, c'est top, ouais, t'arrives à faire le truc vraiment par rapport à ton unicité. Et ouais, encore une fois, moi, je sais que la dépolarisation, je l'utilise parce que mon point de vue veut que, enfin, j'adore déjà trouver l'ordre dans le chaos, tu vois. ouais. Donc, c'est vraiment le côté intellectuel qui me stimule. Et après, chacun, par rapport à ses spécificités et ce qu'il aime, va créer ses méthodes qui vous correspondent à un type de personne en particulier. Yes. Et tu sais, tout à l'heure, tu donnais des exemples de coaching, quels sont les bénéfices, etc. Hmm. Justement, est-ce que tu n'as pas eu cette impression de coacher de manière mécanique? Tu sais, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les inconvénients? Parce que moi, j'ai eu ça à titre Hmm. personnel. À un moment donné, je me suis dit, putain, en fait, je suis devenue une machine à bénéfices-inconvénients. Et est-ce que justement, il n'y a pas, quand tu coaches plusieurs fois les personnes et qu'ils comprennent, OK, je vais chercher les bénéfices et inconvénients, il n'y a pas le mental qui vient bloquer parce qu'ils savent déjà que tu vas leur poser ce genre de questions? Genre, c'est quoi les bénéfices et les inconvénients? Bah, alors, le mental peut bloquer si inconsciemment ils n'ont pas envie de trouver. Ouais. Euh, Nous, quand on l'apprend aux gens qui viennent se former chez nous, vraiment en mode dépolarisation, nous, on apprend un process de 5 séances et on est hyper rigoureux sur le processus parce qu'on sait que enfin, même moi, à chaque fois que je me suis loupé, c'est quand je sortais sur les gens, c'était les premières fois, c'est quand je sortais du process. Donc, on a un cadre, on a des process sur les 5 séances, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5. Donc là, c'est assez automatique et répétitif. En revanche, après, là où justement on apprend aux gens d'apprendre par cœur le process, et c'est une fois qu'ils l'auront par cœur automatisé, qu'il y aura plus d'intelligence à mettre dessus, qu'ils pourront mettre l'intelligence sur autre chose et qui pourront du coup se permettre de sortir du process. Et moi, c'est là où chaque séance que je fais, en fait, je suis plus en mode aujourd'hui, quand une personne a sa problématique, je suis pas en mode, OK, on va regarder bénéfices, inconvénients. Moi, ma vision, c'est je vais trouver l'ordre dans le chaos avec. Hmm. J'aime bien le prologue de Jean qui dit la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas su la saisir. Et moi, quand je fais une séance et que c'est dur, bah, je suis plus en mode, OK, où est la lumière, où est la lumière, où est la lumière, jusqu'à temps qu'il y a le paf. Et les gens voient OK, c'est lucide, c'est limpide. Donc, je pense que pour moi, l'excitation, au-delà de bénéfices et inconvénients, c'est vraiment poser des questions euh, par rapport à justement trouver l'ordre dans le chaos. Hmm.
Et du coup, il y a d'autres questions au-delà de bénéfices et inconvénients qui arrivent derrière. Tiens, c'est quoi la mission d'un père? Ok, à ce moment-là, spécifiquement, quand tu exprimes ce trait de caractère, en quoi il est dans sa mission? Mm. Wow, il me fait grandir. Ok, c'est quoi C'est le rôle clair. d'un père de faire grandir? Ouais. Hyper inspirant et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et c'est vrai que moi j'avais le syndrome de la bonne élève, genre j'apprends un Hmm, process donc je respecte dans l'ordre et tout. Et à un moment donné j'ai trouvé que ça m'enfermait plus qu'autre chose. Et c'est là où j'en suis sortie parce qu'il y avait la lourdeur de moi, ouais, le ressenti ouais, de respecter le process, la lourdeur ressentie par mon coaché. Au bout d'un moment, je me suis dit, OK, maintenant que je maîtrise le process, c'est ça. est-ce que je m'autoriserais pas à reformuler des questions, à écouter Ouais, mon intuition, d'aller sur un truc en spécifique alors que la personne m'en a pas parlé directement hmm, hmm. et de voir ce que ça donne et de tester et d'être curieuse et de pas être dans Ouais. la performance du coup. Et d'être curieuse, ouais, Ouais. c'est clair. Et c'est ça où je te disais, moi qui ai été élevée comme dans la performance, il faut être la meilleure, Hmm, etc., de prendre un step back et de me dire, OK, et si là, je cherche pas à performer, mais être dans la curiosité, parce que mon intention, c'est d'aider la personne. Donc au ouais. final, peu importe le chemin que je peux emprunter, et de m'autoriser. Et c'est ça qui m'a Hmm, aussi permis de réintégrer des pratiques un peu plus spirituelles dans ma pratique de coaching. Parce qu'au début, je me l'autorisais pas. C'était, je respecte le process, le ouais. protocole et je m'y tiens. Et tu vois, c'est ça souvent ce qu'on enseigne, c'est l'identité qui t'a amené au point A, et celle qui va t'empêcher d'aller au point B. Et donc, la bonne élève qui apprend le truc par cœur, c'est cool parce que ça t'aide à apprendre la méthode assez rapidement. Et après, c'est un moment auquel je me détache de ça et je fais confiance à toute mon expérience pour pouvoir Yes. comment dire, ouais, me l'approprier. Ouais. Et tout à l'heure, je parlais du fait que j'avais lu personnellement 3 fois ton livre parce que bah, à différents degrés, différents moments et avec Hmm. différentes intentions. T'as déjà écrit déjà 3 livres? T'as publié déjà 3 livres? Quatre. Ouais, le quatrième est sorti en février. On a un peu moins communiqué dessus, mais le quatrième est sorti en février. Reprenez le contrôle. Ok. Et du coup, je me rappelle qu'on avait échangé que t'avais aussi écrit un ouvrage en anglais. Ah oui, alors j'ai pas écrit, il a été traduit Ok, il a été traduit. en anglais, alors espagnol et en anglais. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'internationaliser? Alors bah là c'est purement plus pragmatique, c'est-à-dire pour l'espagnol, du coup il y a mon associé Lionel qui a développé l'Académie de haute performance en espagnol, et donc voilà le livre allait l'aider pour développer l'entreprise là-bas. Et pour l'anglais, donc pour l'anglais le livre est traduit, mais j'ai pas encore sorti. Et tu vois, je me suis relancé parce que là un de nos stagiaires m'a dit Pierre, aux États-Unis j'ai des opportunités et tout. Parce qu'il habite aux US, donc un sportif de haut niveau. Il aimerait faire ça avec son école. Et donc voilà, pareil, là, le livre, bah, c'est dans les steps. Je pense que le mois prochain, il sera en anglais, ouais, Ok, chouette. officiellement. Donc c'est des opportunités qui t'ont amené à avoir eu envie de les traduire dans ces 2 langues, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ok, cool. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu te fais encore accompagner, Pierre? Ça dépend. Alors oui, je fais souvent des sessions. Alors soit dans l'équipe, soit quand c'est où je m'en fiche que l'équipe de l'académie soit au courant. Je demande à quelqu'un de l'équipe de me faire des séances. Euh, Sinon, j'ai des coachs plutôt anglophones. Et là, tu vois, je pars à Denver encore en juillet. Enfin, j'essaie de faire au moins 2 séminaires par an en dev perso sur d'autres pratiques, ou peut-être même 3 séminaires. Là, je pars à Denver en juillet. Donc après le tilt, je pars à Denver 5 jours avec Donny Epstein. Ah, trop cool. Donc voilà. Ok. Et d'ailleurs, tu me Après, partageais je suis dans des masterminds en marque. Hein. Je suis encore ce en que j'allais master. À dire. côté, je suis plus en mastermind, mais à côté pratique. Hein. Je suis Ok. tout le temps, Donc, tu es encore dans le ouais. mastermind dont tu m'as parlé ou tu as changé? Ouais, là je suis à l'heure actuelle encore dedans, ouais. Et je Ok. suis aussi dans un autre mastermind qui commence en juin avec la BPI de France, qui est un programme d'accélérateur avec d'autres entrepreneurs. Où là j'étais curieux parce que le système d'industrie et d'entreprise française à la normale que je connais peu, cet écosystème-là, start-up, etc. Donc là c'était aussi aller voir ce qui se faisait sur d'autres marchés plus en dehors du web. Ok. Hyper intéressant. Cool. Et tu me partageais que tu étais en couple et le fait que tu sois en couple, est-ce que c'est ta compagne actuelle, elle est formée ou elle est initiée à la dépolarisation ou pas du tout? Ouais, elle a fait le tilt, donc elle a fait le séminaire tilt, mais c'était tout jusqu'ici. Et donc pour le donc elle est à côté, elle est médecin traumatologue, donc c'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là ici et comment est-ce que
avec la médecine traditionnelle, comment est-ce que les deux peuvent se coupler. Ok. Et est-ce que quand parfois vous avez des discussions sur vos challenges, est-ce que vous êtes tenté de vous coacher entre guillemets ou Non, non? non, pas sur le coup. Après, on peut en reparler un petit peu, mais pas sur le coup. Sur le coup, c'est. Alors, moi, je pense que le côté masculin est plus pragmatique et le côté, alors si je caricature, le côté féminin plus dans l'émotion. Du coup, non, c'est pas le bon moment de dire, mais attends, quand est-ce que t'as fait la même chose? Ok, hyper C'est bon. intéressant parce que moi je sais que j'ai par réflexe en fait quand je me suis beaucoup formée justement à Ah, l'équilibrage des bah, au début, émotions, ouais, dès que mon mec il me disait on un n'y truc, il me échappe disait pas, hein. oui, quand tu fais la même chose, c'est ce Ouais, que tu me reproches. Et en fait, j'ai appris à accueillir, à déjà voir où est-ce que moi je le fais, ce qu'il dit, et ouais, d'accueillir ce qu'il me dit. Et après, voilà, si on a envie d'aller plus loin, pourquoi pas avoir une c'est ça. discussion hyper ouverte. Mais bon, ça Mm. s'y prête pas forcément, comme je te le disais, c'est que mon mec, il est pas du tout dans cette Mm. sphère-là. Et c'est aussi apprendre. Ah bah il y a des moments pour coacher, puis il y a des moments où t'as pas besoin de coacher et que la personne elle sera pas réceptive et que c'est pas intéressant non plus de discuter à ce Ouais. Moi, j'ai souvent l'exemple avec mes amis, tu vois. J'ai un de mes amis très très proche qui est pas du tout dans le dev perso, qui est pas dans l'industrie normale, et il avait été trompé par une de ses conjointes, qui est une de mes amies en plus. Et enfin, tu vois, je le voyais les bénéfices. Pour moi, c'était gros comme une maison, tu vois. Mais genre, je me rappelle, on faisait un barbecue ensemble, on en parlait. Et je pouvais pas dire, ouais, mais regarde, parce que lui, il cherchait un ami, il cherchait pas à ce moment-là à trouver une solution, tu vois. Donc, je pense qu'avec le temps, on apprend à connaître sa posture, notre place et, OK, qui ai-je envie d'être à ce moment-là? Est-ce que je vais être un ami ou un coach, tu vois? Exact. Ouais. Et la Et, personne vit son challenge et c'est OK. yes. Et c'est exactement l'exemple que je donnais récemment. J'ai une amie qui est coach formée aussi à l'équilibrage des perceptions, qui m'a demandé de la coacher sur un truc Ouais. familial personnel. Et en fait, au fur et à mesure qu'on discute, je comprends, moi, qu'en fait, elle n'a pas besoin de coaching, qu'elle n'est pas prête, en fait. Elle n'est pas prête à voir Mm. les bénéfices de ce qu'elle est en train de vivre. Et je lui dis, est-ce que le mieux aujourd'hui, c'est pas plus que je t'écoute, juste, Ouais, c'est et que ça. tu pleures un bon coup et que je sois là pour toi. Et en fait, ça l'a soulagée. Elle me dit, putain, en fait, je t'ai demandé un Ouais, coaching. grave. Je me rends C'est compte ça. que, ah, j'avais pas besoin de ça. Ouais. Mm. Et Ouais, c'est peut-être le meilleur coaching, tu vois, aussi, ouais, grave. d'un certain point de vue. Et donc ça, je trouve ça chouette parce que bah, je pense qu'il y a encore quelques mois, quelques années, j'aurais pas été capable d'avoir cette posture parce Mm. que je me dis, bah, elle m'a demandé un coaching, donc c'est sa Mm. responsabilité. Et il y aura toujours des Mm. bénéfices à ce qu'elle vive ce truc-là, tu vois. Ce qui est vrai, ouais, aussi. Mais... Qu'est-ce que j'avais encore à te poser comme question? Quand tu rencontres des challenges dans ta vie, est-ce que la dépolarisation te suffit à dépasser ces challenges? Franchement, aujourd'hui, ouais, alors oui, ça je l'ai appris à mes dépens il y a 2, 3 ans quand même. Il y a des polarisations certes, mais il y a surtout rester aussi reconnecté à ses priorités intrinsèques. Hmm. Mais là aujourd'hui, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Après, alors ça m'arrive de moins en moins, bien entendu, de symptomatiser, mais à une époque où je gérais beaucoup moins la pression, je sais que les séances de chiro en parallèle m'aidaient bien pour justement aider la structure à laisser passer les émotions ou les comment dire, sortir cette énergie-là. Mais ouais, aujourd'hui, je pense que c'est devenu une philosophie en mode, OK, j'essaie de comprendre le sens, qu'est-ce qui se passe, me réaligner aussi, surtout me réajuster. Je pense que le challenge que j'ai eu il y a 2 ans et demi maintenant, où j'avais fait 2 investissements de suite et c'était vraiment pas juste pour moi et j'ai vraiment failli me cramer. Euh, ça m'a appris que j'étais vraiment sorti de mes priorités intrinsèques et que ça pardonnait pas. Donc maintenant j'ai vraiment le réflexe de me dire OK, quelles sont mes priorités, en quoi le challenge que j'ai me ramène à mes priorités, c'était quoi le fantasme, si je lâche ça, mon énergie, est-ce qu'elle remonte ou pas? Bah oui, elle remonte. OK, bah favoriser l'énergie avant le matériel. Hmm. Donc ouais. Ouais, je trouve Donc ça hyper c'est précieux. ça. En ramenant à ses priorités, je pense que c'est le plus important. Et de ce que j'ai appris et intégré aussi il y a 2 ans, c'est que mon énergie était plus chère que n'importe quelle chose matérielle. Parce que si je me crame pour du matériel, là, en effet, c'était 2 investissements de suite avec un endettement où j'avais jamais fait d'endettement à m'endetter de 500 000 euros en même pas un an.
Et bref, avec des retards de travaux, etc., ce qui fait que le locataire n'était pas rentré et tu te retrouves avec 4 mois. Pendant 4 mois, tu dis, oh là, mais là, ça se trouve, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Et où je m'étais dit, OK, en fait, là, j'ai failli sacrifier mon énergie pour des finances, pour de la sécurité financière à long terme. Et du coup, si tu perds ton énergie, tu peux pas recréer de matériel, alors que du matériel, bah, c'est pas grave, en fait, de perdre quelques milliers, dizaines de milliers d'euros, voire même plus. Tant que tu as ton énergie, en fait, tu peux Ouais. reconstruire, quoi. Ouais. Donc ça m'a vraiment aidé. Et maintenant, je choisis mon énergie en premier, mon énergie vitale en premier. Et je suis OK pour perdre du temps ou des milliers d'euros dans quelque chose ou manquer une opportunité, mais je préfère avoir mon énergie, quoi. Ok, hyper intéressant parce qu'on parle souvent d'avoir trois ressources, donc le temps, l'énergie, les efforts et l'argent. Mm. Et donc toi, l'énergie et effort, c'est en même Euh, temps. Et ouais. c'est hyper intéressant de voir ça parce que Ouais, ça... mon argent aujourd'hui, c'est grâce à ça où je mettais l'argent sur un piédestal et je courais entre guillemets après. Là, c'est vraiment bien tombé, hein. C'est mon énergie first et les finances, j'en ai pas, j'en créerai quoi. C'est pas grave. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant parce que ça me rappelle pourquoi j'ai démissionné. Parce que les gens ils me disent pourquoi Ouais. tu as démissionné de ton boulot salarié alors que tu étais reconnu, bien payé, Hmm. etc. Et puis j'ai dit, bah, en fait, j'avais plus de joie. Donc, en fait, je traînais la barre pour Voilà. y aller tous les jours. C'était douloureux, en fait, chaque jour quand je me Ouais. levais. Et j'avais tout un stratagème d'esquive pour pas aller au Hmm. boulot. Je suis passée au 4/5e. Je quittais à 17h30 pour aller faire du sport. Enfin, j'avais plein d'excuses pour, ma Hmm. fille était malade, etc. Et je co-crée plein de situations pour ne pas être au boulot. Et donc, à partir du moment où j'ai démissionné, et en fait, je me suis dit, en fait, ma joie est plus, donc au-delà Ouais, même c'est de mon clair. énergie, c'est ma joie est plus importante à préserver que Hmm. mon argent. Et tant pis, j'ai pas le chômage, j'ai zéro. Et puis, bah, j'apprendrai à le recréer différemment, et c'est OK, tu vois. Ouais. Et c'est là où du coup tu as recréé sous ta forme aujourd'hui Ouais, ton entreprise, quoi. grave. Et pareil que toi, j'ai peut-être descendu l'argent de son piédestal, ce qui fait Hmm. qu'aujourd'hui, je gagne pas autant qu'avant. Il faut dire que j'étais vraiment dans l'abondance financière à ce moment-là. J'avais du surplus pour investir, etc. Ce que j'ai moins aujourd'hui, je l'ai toujours, mais moins. Mais c'est OK parce que je kiffe profondément ce que je fais, comment je le fais, Ouais. comment je répartis mon temps, mon énergie avec ma famille, mes voyages, mes séminaires, mes stages. Et ça, je kiffe. En fait, quotidiennement, Hmm. j'ai hâte de me lever pour commencer ma journée. Tu vois, là, Ouais, aujourd'hui, on a un donc, jour férié, j'ai ma famille avec moi. c'est vrai qu'on est férié. Et je me Exact. suis dit, trop contente, j'ai mis mon réveil pour me lever, Ok. je me dis, putain, j'ai l'interview avec Pierre tout à l'heure, je me réjouis, tu vois. Ah bah, top. Et tu sais, moi, sur l'abondance, il y a une phrase que j'étais au Mexique en février avec... non, pas en février. Si, en février avec, comment il s'appelle Joe Dispenza, sur le séminaire, son séminaire avancé, là, les 3 jours. Et c'était intéressant parce que ce qu'il disait, lui, la définition qu'il y avait de l'abondance, ça m'a marqué. Il disait, l'abondance, c'est avoir plus que ce dont j'ai besoin. Exactement. Et du coup, juste ça, je me suis dit, OK, bah, en fait, je suis déjà large abondant, quoi. Tu vois, Yes. C'est, et j'ai trouvé ça... c'est trop ça. Et c'est redéfinir, en fait, pour avoir une perception différente Hmm. qui aide vachement. Et pareil, comme je te disais tout à l'heure, le soin vibratoire que j'ai fait pour mes clientes, c'était sur l'abondance en les reconnectant via différentes techniques. Et c'était de les reconnecter dans le présent, sous quelle forme elles sont déjà abondantes, pour pouvoir Hmm. générer plus d'argent par la suite, parce que ça venait d'un Hmm. espace d'abondance, de surplus Pas déjà. d'instance de manque. Ouais. Ouais, et pas de manque, exactement. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que je fais, c'est reconnecter à partir du bon espace, quoi. Trop cool. Est-ce que tu as d'autres projets là qui t'enthousiasment? Donc, tu disais que tu allais faire Tilt fin juin, ensuite tu vas partir à Denver. Denver, chez Ouais. Epstein. Après, je vais voir comment le deuxième semestre s'aligne. Mais là, moi, j'ai le programme, vraiment un programme sur les entrepreneurs sur lesquels je suis en train de m'atteler. Là où je suis vraiment content de le sortir parce que j'ai vraiment envie de faire une différence aussi pour les entrepreneurs. Voilà. Et puis après, plus un projet à plus long terme avec ma conjointe plus les médecins ou les personnes du personnel hospitalier. Ok, cool. Voilà. Merci Pierre. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin? Bah, déjà, merci pour ton invitation, Julie. Merci aux gens qui écoutent. Et ouais, pour moi, c'est juste se rappeler ça, que l'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on est en train de devenir et que chaque challenge matériel est une opportunité pour nous de reconnaître, accepter, aimer un trait de caractère qu'on n'a pas reconnu chez nous.
Yes, et ça me parle grave, et c'est pour ça que je répète tout le temps à mes clientes, c'est ce qui compte, c'est le 1% que tu fais de plus aujourd'hui par rapport à Ouais, hier, et comment tu te sens quand tu le fais. c'est Et clair. c'est en lien avec tout ce que j'ai appris avec toi, hein. Est-ce que ça te donne de l'énergie ou est-ce que ça t'en prend? Mm, Est-ce que tu te sens inspiré ou tu le fais pour essayer de te convaincre en fait? Et mm, c'est qui tu deviens, donc toujours de plus en plus aligné par rapport à ce qui t'inspire, dans la direction qui t'inspire le plus, et c'est le pas de plus. C'est pas atteindre la destination, mais c'est le chemin, quoi. c'est ça. Excellent. Voilà. Cool. À force d'avoir lu tes écrits, tu vois, j'ai intégré sous d'autres mots, sous d'autres Ah, ça fait formes, mais plaisir. toujours la même essence. Donc, Ouais, top. écoute, merci Pierre. Je mettrai les liens pour te contacter ou pour les personnes qui sont intéressées par ce que tu peux proposer dans la description de cet épisode. Yes. Et puis, je te remercie encore une fois et je te dis à bientôt. Super joli, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.